Privet à tous, ici Sirac. Et aujourd'hui, l'on se retrouve pour le deuxième épisode de notre mini-série sur les dessins animés de science-fiction soviétique. Un épisode massif dans lequel on va avoir le droit à des dessins animés très originaux. Croyez-moi. Générique! Et on reprend là où on s'était arrêté avec l'arrivée des années 70. À partir de cette décennie, on assiste à une explosion de contenus clairement plus destinés aux adultes. Bien évidemment, des contenus à destination du jeune public continuent à être produits, mais ils ne constituent plus la majorité. Ceci étant dit, jusqu'ici le ratio était de 3 pour 2, donc la SF se réservant dès lors à des contenus principalement intellectuels, parfois sombres et violents, ou à contrario plus poétiques, positifs et porteurs d'espoir. Des contenus qui vont d'ailleurs de la propagande assumée à des œuvres beaucoup plus subtiles avec plusieurs niveaux de lecture possibles, voire même étrangement à des messages antimilitaristes, comme on l'a déjà vu dans le précédent épisode amorcé avec Mars 20 en 1969. Alors note, à partir de là, je ne pourrai plus tout couvrir à 100% au vu de la quantité, j'en suis à 38 pages, et du caractère non family friendly de certaines œuvres que j'ai pas du tout envie de montrer, mais je pense qu'on est quand même proche d'à 80%, donc le tour d'horizon sera plutôt complet. Une œuvre qui montre bien l'arrivée de ces contenus intellectuels dans les années 70 est le court-métrage Phaéton, le fils du soleil. Mélangeant spéculation scientifique, mythologie et science-fiction dans une même œuvre, on y suit ici des scientifiques explorant les étoiles à la recherche d'une planète perdue appelée Phaéton. Reliant leurs découvertes scientifiques au fur et à mesure de leur avancée au récit mythique du dit Phaéton, le fils de Zeus qui dans la mythologie fut foudroyé par celui-ci après avoir emprunté son char solaire et en avoir perdu le contrôle. Bon, sauf que dans cette version, Zeus est devenu le dieu égyptien Hélios sans raison, mais passons. Une théorie de planète perdue qui fut une véritable théorie scientifique au passage, puisque selon la loi de Titius Bode, une loi empirique qui essayait de prédire la distance des planètes par rapport au Soleil, élaborée en 1766 par Johann Daniel Titus, la dite planète de Phaéton aurait existé entre les orbites de Mars et Jupiter. Mais celle-ci aurait été détruite, ce qui aurait conduit à la formation de la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire et de la planète naine Cérès. Cependant, la théorie fut invalidée, car il a été démontré d'une part que la ceinture d'astéroïdes tout entière ne comprenait pas assez de matière pour former une planète, et d'autre part la découverte d'Uranus en 1781, puis de Neptune en 1846, mirent en échec sa formule mathématique. Le dessin animé se terminant en imaginant les habitants extraterrestres de cette planète, les Phaétoniens, qui visitent la Terre avec leur vaisseau et entrent en contact avec les humains la peuplant il y a de cela des milliers d'années. Le film s'inspirant pour cela de la théorie dite de paléocontact ou théorie des anciens astronautes. Une théorie qui était devenue populaire dans les années 70 et qui suggère en gros que des êtres extraterrestres intelligents auraient visité la Terre dans un passé lointain et influencé sa culture, sa technologie ou encore ses religions. Théorie qui sera exploitée dans bien des œuvres de SF par la suite comme Stargate ou encore Prometheus pour ne citer que. Prometheus, dont les visuels au début du film sont d'ailleurs assez similaires à la fin du court-métrage. Petite anecdote insolite par ailleurs concernant celui-ci, c'est que son réalisateur, Vassili Livanov, est aussi connu pour avoir incarné par la suite le rôle de Sherlock Holmes de 1979 à 86, un rôle pour lequel il recevra l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II. Wow, merci Monsieur Rocco pour cette nouvelle anecdote qui va tellement me servir. Je vais vite faire un don sur Tipeee et Rack.fr. Dans le genre des œuvres, cette fois-ci poétiques, nous avons La Planète Bleue. Un film quasi oublié, notable de par son format exceptionnellement large, en provenance ici du Kazakhstan via le studio Kazakh Film. Dans celui-ci, une graine en provenance de notre bonne vieille planète bleue, après avoir dérivé dans l'espace, me demandez pas comment, finit par se poser sur une planète lointaine, la planète grise, où elle y donne naissance à une fleur qui est cueillie par une femme. Mais cette dite fleur bouleverse l'ordre établi sur cette planète froide et rationnelle, dirigée par 3 chauves propistes aidés de robots, puisque la simple vue de celle-ci détruit les machines qui ne peuvent visiblement même pas concevoir son existence. C'est le pouvoir de l'amour. Le grand conseil calvitisque, en voyant alors la femme accompagnée de son mari et d'un robot, trouver la planète d'où vient cette terrible arme. La fleur, hein, si jamais. Enchaînant donc les planètes, ces derniers manquent ainsi de se faire manger par la première, de se faire congeler sur la seconde, et enfin de se faire à nouveau manger par des aliens... Enfin des trucs de la troisième planète. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est quoi cette horreur? Courez! Ah! Finalement, après avoir vu le robot détruit au cours de ce dernier échange culturel, oui c'est qu'il voulait pas les laisser rentrer le petit sacripant, du coup ils l'auront donné en cadeau, le couple à présent seul, trouvant notre système solaire et arrivant sur notre planète bleue.
À Sarcelles, non. 4e planète donc, vierge et remplie de fleurs. Je crois que je l'appellerai Bob. Une thématique florale que l'on retrouva 7 ans plus tard, en 78, dans le film, lui aussi d'un genre poétique, Il n'est venu qu'une fois. Un film ici sans aucun dialogue, avec une musique expérimentale, des studios Belarus Film, créateurs de 130 films d'animation, je vous laisse deviner où ils sont situés. Film qui raconte l'histoire d'une famille visitée ici par un extraterrestre translucide. Tout d'abord bien accueilli, il est finalement rejeté par la famille au moment où il touche une fleur. Oui, parce qu'un extraterrestre qui débarque dans ton jardin et vient parler à ton gosse, y a aucun problème. Mais qu'il touche une fleur, alors là, c'est non! Repartant sur sa planète, à la fin, après être entré dans le rêve de la daronne pour lui expliquer qu'il voulait simplement donner cette fleur à sa fille, enfin si j'ai bien compris, le quiproquo et l'incompréhension sont résolus, et la famille lui donne alors la fleur qu'ils envoient dans le cosmos, celle-ci allant coloniser sa planète et détruire son écosystème. Mais dans tous ces dessins animés depuis le début, on n'a toujours pas vu de stop motion, me direz-vous. Et ben en fait, c'est parce que c'est tout simplement pas vraiment des dessins animés en soi, parce qu'il n'y a pas spécialement de dessin dedans, comme son nom l'indique. Du coup, je voudrais prendre un instant pour vous parler non pas de Rag.fr, mais des œuvres de SF les plus importantes en stop motion réalisées en URSS. Générique! Et nous remontons le temps avec une première œuvre majeure en 1962. Ici non pas le dessin animé mais papier animé, le Prolétarien volant. Un court-métrage de propagande basé sur les poèmes de Vladimir Mayakovsky, une des figures du mouvement artistique de l'avant-garde russe, qui parlait dans ses œuvres du futur brillant du système soviétique. L'adaptation mélangeant ici plans filmés, dessins animés, découpage et stop motion dans une même œuvre donnant un style visuellement unique. Un petit peu le Small World de Disney, version communiste basiquement. En 1975, dans un contenu de stop motion plus classique dirons-nous, nous avons Et un robot nous aidera. Un court-métrage ici destiné pour les plus petits. Audience un petit peu oubliée par la SF soviétique. Attends, il lui a piqué son chien. La même année sort aussi Le petit hérisson dans la brume, aussi appelé Le hérisson dans le brouillard. Alors techniquement, c'est pas vraiment de la SF pour le coup, mais on va dire que si, et imaginez que ça se passe dans un monde post-apocalyptique, puisque rien n'indique le contraire. Oui bon ok, c'était juste une excuse pour vous en parler. Un court-métrage mélangeant des dessins à plusieurs niveaux sur vitre et celluloïd, via une caméra multiplane, en leur donnant ainsi de faux effets de texture, ainsi que de brouillard et de lumière. Le tout avec quelques plans filmés en arrière-plan par moment. Un travail quelque peu complexe, ayant donné une œuvre expérimentale, elle aussi visuellement unique. Son réalisateur, Yuri Norstein, travaille d'ailleurs à ce jour sur la plus longue production de l'histoire de l'animation, Le Manteau, un dessin animé réalisé à la main avec des découpages superposés, là aussi via des plaques de verre, dont la production a démarré il y a de cela 44 ans en 1981. Censé faire 65 minutes, 30 étaient terminés il y a de cela 12 ans en 2013. Voilà, fin de la parenthèse, je me suis une fois encore pas du tout écarté. On en était où déjà? J'ai perdu le fil, monsieur Racco. En 1976, nous avons Miroir du temps, le premier dessin animé de science-fiction d'un réalisateur qui va devenir l'un des pionniers du genre en URSS, Vladimir Tarasov. Un artiste entré à Soyuz Mood Film en 1957, devenu réalisateur au sein du studio en 1973, qui va dédier quasiment toute sa carrière de réalisateur durant la période soviétique au dessin animé de science-fiction. Son premier film montrant un père et son fils allant à un télescope géant pour explorer des images du passé et montrer les implications de la vitesse de la lumière. Et comme vous aurez pu le voir, ce réalisateur a un style un petit peu particulier. On en regarde un extrait. C'était un extrait. Réalisant donc des dessins animés caractérisés par son style hallucinogène dirons-nous, ou psychédélique, ce dernier mélange en fait plusieurs techniques et styles pour donner des rendus ressemblant à des rêves éveillés, ou des cauchemars au choix selon le ressenti, le tout dans des œuvres idéalisant souvent le régime communiste, et donnant matière à réfléchir puisqu'ayant plusieurs interprétations possibles. Très actif avec 8 courts et moyens métrages en 12 ans, de 1976 à 88, ce dernier sort ainsi En avance avec le temps en 77. Un court-métrage racontant l'histoire passée, présente et future de l'Union soviétique. Inspiré principalement par les vers de Mayakovsky que l'on a vu plus tôt, dont les poèmes défilent ici en voix off dans une œuvre 100% patriotique et unique, une fois encore.
Oui, très bien. En 1978, celui-ci nous offre cette fois-ci Contact, mix entre dessin animé et peinture, cette fois bien plus animé que précédemment au passage, qui raconte la rencontre entre un alien et un peintre. Ne se comprenant pas l'un l'autre durant la majorité du court-métrage, ils parviennent finalement par trouver un langage commun, la musique. Ce qui tombe bien puisqu'ils ne savent tous les deux pas aligner de notes. Le message rappelant l'histoire de Il n'est venu qu'une fois, malgré les incompréhensions à la première rencontre, on peut trouver un terrain d'entente. Bon, sauf que là, l'alien a pas besoin de lui rentrer dans le cerveau. Enfin, la dernière œuvre de la décennie du réalisateur, Le Champ de Tir en 79. Une dystopie qui se passe en Amérique, où un homme en recherche de travail se retrouve enfermé dans un stand de tir par un gros méchant capitaliste. Ah bah enfin, ils étaient où mes clichés, ça faisait longtemps. Au début embauché pour changer les cibles pendant que celui-ci tire, il s'avère que l'homme est en réalité un petit peu lui-même la cible. Pas spécialement chaud pour garder cet emploi, celui-ci en désespoir de cause face au nombre de gens cherchant un travail, décide néanmoins de le garder. Travaillant dès lors jour et nuit dans le champ de tir, où il finit d'ailleurs par y trouver l'amour avec la femme de ménage du coin avec laquelle il fonde une famille. Sous les tirs. Au passage, petite mention musicale, si vous pensiez que la musique de Contact était originale, c'est que vous n'avez pas écouté celle de Champ de Tir. C'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Femme de ménage qui finit cependant par devenir la cible directe du propriétaire du champ de tir. Révolté par cet acte, l'homme lançant au propriétaire son pot de peinture sur la tête, dans une scène vraiment pas malaisante du tout, durant laquelle le dit propriétaire s'aperçoit que la femme est en réalité enceinte. Waouh, mais quel flow musical! Chose qui lui donne l'idée de non plus seulement proposer à ses clients de tirer sur des adultes vivants, mais aussi sur des enfants. Un acte de trop pour l'homme et sa famille qui décide finalement de démissionner. Parce qu'avant c'était bien sûr tout à fait correct comme emploi. Le gros méchant capitaliste, à présent seul et recouvert de peinture, rampant dans la rue avant de trouver deux nouvelles victimes en recherche de travail, nous indiquant que le cycle va recommencer. Si jamais le message c'est que le capitalisme c'est mal, on se retrouve dans les années 80 pour la suite des aventures animées de Tarasov. Un autre dessin animé très intéressant à noter, dont je voulais absolument parler avant de passer aux années 80, est le dénommé Polygone. Un dessin animé anti-guerre réalisé en 1977 par Anatoly Petrov, un réalisateur spécialisé comme Tarasov dans les œuvres expérimentales. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bel et bien dit anti-guerre. Ce qui est une fois encore loin d'être banal, sachant le contexte de guerre froide, ainsi que le fait qu'il fut produit à Moscou à Soyuz Multfilm. Les studios qui, je le rappelle, la même année, nous pondaient le patriotique avance avec le temps. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, ni comment c'est passé avec la censure, mais c'est passé. Anatoly Petrov ayant probablement réussi à contourner celle-ci, de par le fait que l'armée dont il parle dans le film n'a pas de nation précise, et montre des visages clairement occidentaux, avec des personnages ressemblant étrangement à diverses célébrités de l'époque, comme Ringo Starr, Paul Newman, Mel Ferrer, ou encore Jean Gabin. Trouver l'intrus. Le court-métrage parlant ici d'un test de char automatisé devant des généraux sur une île. Un char expérimental d'un nouveau genre, capable de réagir aux pensées des gens, esquivant les attaques en cas d'agressivité, ou attaquant ses ennemis en cas de peur. Интересно. Значит, эта штука угадывает наши мысли? Именно так. Но реагирует на желание его уничтожить, так сказать, на импульс ненависти. Таким образом, противник против своей воли руководит действиями танка. Прекрасно. Но пока это только оборона. А как он поведет наступление? Я должен включить другой блок. Давайте. Что-нибудь заело? Нет, все в порядке. Просто машине нужен сигнал. Импульс страха. Противник, боясь быть уничтоженным, сообщит машине информацию о своей уязвимости. Тогда танк и начнет атаку. Ладно, пообедаем. А затем приступим к дальнейшему. Sauf qu'en réalité, celui-ci a été conçu par un professeur dans le but de venger la mort de son fils tué durant la guerre. Вообще все виды оружия. Правильно. Послушайте, профессор. Эй, профессор, очнитесь.
Почему вы раньше не выдумали вашу машину? Мы остались бы в колониях навсегда. Мой сын был с вами в колонии. Его даже наградили медалью. Поздравляю вас. Посмертно. Выражаю вам свое соболезнование. Благодарю. Это война, и потери неизбежны. Да, это война. Вы любите воевать? Вам понравилось новое оружие? Прекрасно. Вы испытаете его на себе, не на других. Я уже говорил, танк реагирует на импульс страха. Старайтесь не думать об опасности. Машина читает мысли, а мне бояться нечего. У меня на земле никого не осталось. Черт возьми, мы находимся в секторе обстрела. Cependant, après avoir accompli cette vengeance en tuant tous les généraux responsables de cette mort, Что это? Медаль, которой вы наградили посмертно моего сына. le char finit par se retourner contre son propre créateur qui devient la victime de sa création. Les militaires à distance tentant de détruire ce dernier, mais de par leur agressivité, se font tirer dessus par le char qui riposte. Leur troupe anéantie, l'île et ses habitants finissant ainsi indirectement protégés par le char. Merci Lia. Donc comme vous aurez pu le remarquer, on dirait presque que le film est en 3D, bien qu'il date pourtant de 77 et que technologiquement, on était encore très loin de pouvoir obtenir de tels rendus à cette époque. Eh bien les animateurs de Polygon ont ici utilisé une technique d'animation extrêmement rare, appelée Photographica. Une technique ne recourant pas à l'informatique, d'ailleurs utilisée à ce que j'ai pu voir uniquement par ce réalisateur, qui consiste en fait à utiliser deux celluloïdes avec des palettes de couleurs spécifiques et le plus possible sans contour noir pour peindre chaque personnage. L'astuce réside en fait dans le fait de flouter l'un des celluloïdes du bas via une caméra pour donner à l'œil un rendu tridimensionnel. Et là où ça devient légèrement plus compliqué, c'est que pour garder une cohérence, en particulier au niveau des lumières, il faut repeindre les deux celluloïdes à chaque mouvement de personnage ou de déplacement de caméra, de manière raccord avec la frame précédente et le décor en arrière-plan. Enfin, si j'ai bien compris le fonctionnement. En bref, c'est un travail monstrueux qui te demande de calculer quand même plus ou moins ce que tu vas faire. Et nous avançons à présent dans les années 80 et reprenons les aventures animées de Tarasov. Celui-ci nous faisant son retour en 1980 avec le retour. Ici donc les non-aventures d'un astronaute revenant sur Terre depuis Jupiter à bord d'un vaisseau endommagé qui n'a plus de système d'atterrissage. Un peu en stress de par la situation, celui-ci étant mis en sommeil artificiel pour son retour afin qu'il ne s'inquiète de rien. Le seul problème, c'est qu'il ne se réveille pas. Profondément endormi en rêvant de la maison de son grand-père, les gens sur Terre le voyant approcher, essayant pendant ce temps-là de le réveiller par tous les moyens possibles avant qu'il ne s'écrase. Mais rien ne semble y faire, et même les démonstrations les plus folles, avec un stade entier lui hurlant dessus, le laissent impassible. Ceci étant, je crois que même éveillé, il aurait pas pu les entendre. Ce dernier étant finalement réveillé au dernier moment, grâce à l'alarme réparée de son grand-père, et d'une chauve-souris transformée en coq chantant à sa fenêtre au moment où il passe au-dessus de sa maison. Le court-métrage se terminant avec l'astronaute rentrant à la maison de son grand-père, tandis que la radio annonce que celui-ci a bien atterri. La question reste en suspens, étant est-ce qu'il s'est vraiment réveillé et atterri, ou bien est-il toujours en train de rêver? Mais me direz-vous, quelle était donc l'explication symbolique de cette histoire? Eh bien je ne sais pas. 5 ans plus tard, en 1985, Tarasov nous délivre Le Contrat. Probablement l'œuvre la plus accessible de son catalogue SF, qui est ici une satire de la société de consommation. On y suit donc un colon sur une planète perdue qui manque tout d'abord de se faire tuer par des monstres géants qui n'étaient en fait qu'une apparition générée par un robot marchand qui le sauve pour de faux afin de lui vendre ses produits. C'est une méthode de commerce classique, hein, chez les capitalistes. S'en allant, le colon contacte alors son entreprise pour obtenir des produits de première nécessité qui lui avaient été promis gratuitement. Ici, des rasoirs. Mais sa compagnie lui dit que selon son contrat, il ne s'agit pas de produits de première nécessité et lui facture des frais exorbitants pour ceci. Se retrouvant presque sans argent, le robot lui donnant alors un échantillon gratuit de crème à raser. Que le colon souhaite néanmoins payer, mais retwist,
Son contrat lui empêche aussi d'acheter n'importe quelle chose en provenance d'une entreprise concurrente, dont fait partie en réalité le robot. Pas très content envers son contrat et son entreprise, il reçoit alors un avertissement pour insulte, tandis que l'entreprise du robot envoie de son côté à ce dernier un coup de jus pour avoir offert un échantillon, chose interdite dans les propres règles de vente du robot. Mis au sol, le colon lui vient en aide pour le relever et reçoit un second avertissement de son entreprise pour avoir collaboré avec une entreprise concurrente, avertissement que reçoit de même le robot inconscient pour avoir accepté son aide. C'est une œuvre anti-Darty. Теперь мы на равных. Счет 2-2. Le robot étant débranché par son entreprise, tandis que le colon déchire le contrat de la sienne. Entreprises concurrentes qui se détruisent par ailleurs elles-mêmes mutuellement sur la planète. Finalement seul et abandonné et sans nourriture, le colon répare le robot avec un bloc d'alimentation de secours d'urgence, tandis que le robot, lui, l'aide pour sa part à se réchauffer. Le film s'achevant dans une fin douce amère, où bien que le colon et le robot se soient libérés des chaînes de leur entreprise, ceux-ci n'ont plus ni nourriture, ni batterie. Trop fun. Ah, et la planète faisait partie d'un bouquet de fleurs avec une maison en son centre. Enfin, la dernière œuvre de SF du réalisateur durant la période soviétique, et la dernière œuvre de SF de sa carrière, puisqu'après cela il est retourné travailler sur des dessins animés destinés aux enfants, son film de SF le plus long donc, et qui a dû demander un travail assez conséquent vu tout ce qui se passe au niveau de l'animation, Le Col, un moyen-métrage de 30 minutes sorti en 1988. Tiré de la première partie du roman de Kir Boulitchev, on y suit un groupe de 3 adolescents, Oleg, Dick et Mariana, sous la direction d'un scientifique adulte prénommé Thomas, partant en expédition vers le vaisseau qui les a amenés sur cette planète. Celui-ci s'étant craché ici il y a de cela 17 ans et ayant forcé ses colons à fuir de par une fuite radioactive au sein de celui-ci. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus ni armes ni bouffe, et que les 3 dernières expéditions pour aller en chercher au vaisseau ne sont jamais revenues. Du coup, ils commencent à envoyer les enfants maintenant. Mais leur expédition rencontre quelques difficultés. Après avoir traversé quelques paysages terrifiants, ainsi qu'un livre géant, ces derniers, finalement réfugiés dans une grotte, rencontrent une chèvre. Oui, ils appellent ça une chèvre, c'est basiquement un insecte éléphant géant. Chèvre qui, attirée par la nourriture, se met à les suivre une partie du voyage. Sauf que la nourriture devient là aussi un problème, puisque ces derniers finissent à court de vivres. La chèvre les abandonnant, Oleg, poussé par la faim, tentant d'aller chercher des champignons au bord d'une falaise, mais manque de peu de mourir dans son action, étant sauvé in extremis par Thomas, qui meurt à sa place en le sauvant. Nos 3 héros survivants atteignant finalement le col et le vaisseau. Vaisseau où ils retrouvent de leur couleur et goûtent pour la première fois à de la nourriture terrestre. Se séparant, Oleg partant seul de son côté et trouvant la chambre où il a passé quelque temps en tant que nourrisson. Oui, c'est qu'il est né sur le vaisseau. Le tout sur une musique définitivement musicale chantée par Alexandre Graski, chanteur d'opéra et de divers autres genres surnommé le père du rock en URSS, via des paroles écrites par le poète russe expatrié en France au 19e siècle Sacha Tchorchny, dit Sacha le Noir, de son vrai nom Alexandre Makelovitch Grigberg. Alors j'aurais simplement une question, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Du coup, Oleg à présent doté d'un flingue sauve ses amis d'un dinosaure poule géant et finit, une fois ce sauvetage effectué, par activer une radio par accident. Sauf que personne ne sachant s'en servir, et oui, ils n'en ont jamais vu, ils décident donc d'emmener tous les bouquins à bord du vaisseau vers leur colonie afin d'étudier son fonctionnement et de pouvoir ainsi par la suite envoyer un message vers la Terre. Ah, et la chèvre à 8 yeux donne naissance à des petits et se met à les suivre de nouveau parce qu'ils ont de la bouffe. Alors une fois encore, il y a sûrement plusieurs interprétations possibles à cette fin. Mais vraiment, hein, j'en doute pas. Mais aérons-nous l'esprit de tout cet intellectualisme avec un long métrage destiné au jeune public. Ici notable déjà parce que c'est un format long, littéralement le premier depuis le début de l'histoire des films d'animation de SF en URSS, et ensuite parce qu'il s'est exporté à l'étranger. Alice et le mystère de la 3e planète. Une adaptation d'une autre histoire de Kir Boulitchev, et oui encore lui, Alice, la fille de la Terre, ceux de sa série Les Aventures d'Alice. Alice. Des aventures populaires en Russie qui donneront par ailleurs lieu à une adaptation cinématographique d'une des autres aventures d'Alice, l'île du général Rouillé. Sorti en 1981, le film qui se déroule en 2181 raconte les aventures du trio constitué d'Alice, de son père le professeur Newton et du capitaine Jones à la recherche d'animaux rares pour le zoo de Moscou.
Pour ce faire, ces derniers allant visiter différentes planètes, mais puisqu'il faut un minimum de suspense, ils se retrouvent accidentellement impliqués dans une conspiration de pirates de l'espace. Attention, mais lâchez-moi, au secours! Vous n'avez pas le droit! Comme dit, le film fait partie de ces rares dessins animés soviétiques de SF à s'être exportés en Occident. Et il existe même une version française. Et je crois bien que c'est le seul dessin animé jusqu'ici d'ailleurs. Enfin je dis une, nous sommes gâtés, puisqu'il existe en réalité 2 versions françaises. Enfin gâtés, on comprend pourquoi ils l'ont refait. Et maintenant, montre-nous ton vrai visage. Je vais me plaindre. C'est moi le directeur du musée. Je suis le vrai docteur Spoutnik et je veux voir votre vrai visage. Je suis un vrai docteur, vous ne m'arrêterez pas. Il s'est suicidé. Méfiez-vous. C'est le fondement de la planète Katrouk. Il n'est pas mort. Tuez-le. Pourquoi le tuer? Il s'est suicidé. Ne soyez pas idiot. C'est Gluck, le pirate tristement célèbre. Il a avalé une pilule paralysante. Tuez-le tout de suite. Pas question. Il s'est suicidé. Méfiez-vous, c'est le faubourg de la planète Katrouk. Il n'est pas mort. Tuez-le. Wesh, c'est quoi le blême? Ah, et au passage, toujours concernant le doublage, cette fois-ci, en VO, le personnage de Gros Moseka, c'est cette horreur visuelle, est interprété en russe par Vassili Livanov, notre dit Sherlock Holmes récompensé par la reine et réalisateur de Phaéton. Waouh, merci Monsieur Rago pour cette nouvelle info super pertinente. Je vais de suite reliker la vidéo et refaire un dos sur Tipeee. Un autre dessin animé qui est personnellement l'un de mes préférés de cet épisode, voire même de cette série entière, sorti en 1984 de par le studio Ouzbek Film, un studio d'Ouzbékistan fondé en 1925 qui a produit une centaine de films d'animation durant sa carrière, un de plus, le dénommé Viendront de douce pluie. Réalisé par l'acteur et réalisateur Nazim Tchoukadj... Nazim, le court-métrage tiré de la nouvelle de science-fiction du même nom, There Will Come Some Friends en anglais, écrite par Ray Bradbury en 1950, qui se basa lui-même sur le poème toujours du même nom écrit par Sarah T. Slade en 1918, suit donc ici dans cette adaptation un robot qui gère le quotidien d'une maison futuriste. Mais l'on s'aperçoit très vite que quelque chose cloche et que les habitants d'où ils s'occupent ne sont, comment dire, pas très en forme. Je vous laisse découvrir pourquoi. Carbonisés donc dans leur pod, les parents, les enfants et même la grand-mère, tous ne sont plus que des tas de cendres dont le robot, avec sa voix sombre, s'occupe inlassablement, répétant en boucle ses tâches quotidiennes comme si de rien n'était. Les réveillant, nourrissant et les envoyant au travail et à l'école, tandis qu'il met la grand-mère se reposer devant une fenêtre qui n'est en réalité qu'un écran. C'est sombre, hein. Et je trouve le travail particulièrement bien foutu pour le coup. Perso, ça me donne des frissons à chaque fois. Et je dis pas ça parce que j'ai un pack de glace dans le dos. La révélation étant finalement faite, l'action se passe le 31 décembre 2026 en Californie. Ce dans une des rares maisons encore debout, après ce qui a tout l'air d'avoir été un apocalypse nucléaire. Bah du coup ça va, on a encore un an. Au soir du 1er janvier, un oiseau entre dans la maison, mais n'ayant pas de mot de passe, et oui... Le robot essaye de le tuer. Mais ce faisant, il finit par détruire sa propre maison. L'oiseau réussissant finalement à s'enfuir via l'un des murs percés par le robot, qui s'est cassé dans son action. Au son du volatile à l'extérieur, la machine, qui a l'air de pleurer, perçant de nouveau le mur et... explosion nucléaire. Le saviez-vous? Dans Fallout 3, il est possible de trouver un robot récitant le poème de Sarah T. Slade. La maison détruite, l'oiseau revenant sur place pour rallumer le tourne-disque et la télé de la grand-mère, tout en tentant de rentrer dans cette image figée du passé. La caméra dézoomant sur les paroles du poème de Sarah T. Slade. Absoluté cinéma. La même année, nous avons un court-métrage avec un scénario très original, La Rencontre, qui parle d'un extraterrestre arrivé sur Terre avec pour mission de découvrir si les humains croient qu'il y ait une probabilité que des extraterrestres arrivent sur Terre. Vous avez suivi? Déguisé en homme en tenue de soirée pour accomplir sa mission, celui-ci allant discuter avec un pêcheur dans sa cabane, et en conclut à la fin de sa discussion que les humains ne croient pas en cette probabilité d'invasion.
Sauf que twist, il s'avère que le dit pêcheur était en réalité lui-même un extraterrestre envoyé par le peuple grenouille de l'espace pour enquêter sur la même question. Du même réalisateur, le dénommé Michael Titoff, paraît 2 ans plus tard La Bataille, un court-métrage tiré de la nouvelle de Stephen King, Petit Soldat. Dans cette adaptation, un tueur à gages vient de remplir son dernier contrat en tuant un fabricant de jouets et en lui volant ses produits. Sauf que ces produits, des jouets, sont en réalité vivants et se mettent à pourchasser le tueur à gages pour le tuer lui-même. Tueur à gages qui finit par péter complètement les plombs et foutre le feu à son appartement avant de réaliser qu'il y avait un missile thermonucléaire parmi les jouets. Plutôt violent ce préquel de Toy Story. Enfin, autre œuvre du réalisateur, Tir Direct en 1987, le premier et je crois bien seul dessin animé soviétique traitant du jeu vidéo, avec une vibe visuellement clairement tarasovienne pour le coup, et oui je viens d'inventer ce mot, où à la fin les 2 protagonistes finissent par jouer au ballon. Monsieur Rocco, c'est lui Zinedine Zidane! Et pour terminer, le dernier film de cet épisode, en provenance là d'Azerbaïdjan, avec le studio Azerbaïdjan Film, le dénommé Et ça fera écho. Un moyen-métrage mélangeant prise de vue réelle et dessin animé, pour le coup dans la même thématique que le dernier dessin animé du précédent épisode, puisque celui-ci parle d'un désastre ayant eu lieu suite au lancement accidentel d'une arme biologique. Le film abordant entre autres les effets de cet accident. Réalisé par Gennady Tichenko, ou Gennady, en adaptant sa propre histoire, une histoire qui avait été interdite, me demandez pas comment il a fait, son film, bien qu'étant dans un premier temps passé sous les radars de la censure, finit par connaître le même sort, ce dû à la catastrophe de Tchernobyl. En effet, à cause de celle-ci, la censure resserra de nouveau la vis, et la thématique du film concernant les effets des radiations dut être édulcorée. Sa production arrêtée, le réalisateur se pliait aux demandes, et réussit ainsi à finir son film. Sauf que, une fois encore, la censure fit des ravages, et le film, bien que terminé, ne fut tout simplement jamais diffusé. Quasi oublié, il ne réapparaîtra publiquement que 25 ans plus tard, en 2011, via une copie diffusée dans le magazine de science-fiction russe Mir Fantastiki. Et justement, cette catastrophe de Tchernobyl va faire partie des facteurs qui vont conduire à la fin de l'Union soviétique. Eh bien, c'est ces dernières années, la toute fin des années 80 et le début des années 90, que nous aborderons dans le dernier épisode de notre série. Un épisode où nous verrons entre autres l'une des séries les plus étranges que j'ai jamais vues, Fantadrome.